Petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Joyeux Noël! Cette année, la Petite Voix s'associe à Mama Édition pour vous offrir un Noël tout en douceur, tout en spiritualité et surtout, tout en livres. Chaque jour de la semaine, je lirai ici l'extrait d'un livre accompagné d'un petit mot de son auteur. Je suis ravie de vous proposer ces petits moments inspirants comme des respirations dans le tumulte qui précède souvent les fêtes. Cerise sur le gâteau, ou plutôt sapin sur la bûche, devrais-je dire, nous vous offrons chaque jour un exemplaire du livre présenté. Pour cela, c'est simple, rendez-vous sur Instagram et Facebook, vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. La Petite Voix fête Noël, c'est parti! Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un extrait de Ciel blanc, ciel noir, écrit par la musicienne et chamane Brigitte Pietschak. Dans ce témoignage, elle nous parle de son initiation auprès d'une femme mongole. Au-delà de l'histoire de Brigitte, ce livre apporte un éclairage précieux sur ce qu'est véritablement le chamanisme au-delà des idées reçues. Je vous emmène ? Il y a eu cette première fois où le mot « chaman » a résonné à mes oreilles comme un son inconnu, pourtant familier. À quoi me renvoyait-il au juste ? À cet instant précis, quelle était la question qui me taraudait ? Pourquoi l'idée de rejoindre Enktuya, la chamane, s'imposait-elle à moi avec autant de force et d'évidence ? À partir du moment où j'avais connu son existence, sa simple évocation me montrait une direction, un endroit où aller. Peu importait la distance, les difficultés pour m'y rendre, la Mongolie avait touché mon âme à travers sa présence. La simple évocation de son nom, son visage entrevu sur une photographie m'avait d'emblée bouleversée. Je pressentais qu'une expérience sans précédent m'attendait à 8000 km de Paris, dans le nord de la Mongolie, près du lac Kövsgöl, sans en connaître vraiment encore les tenants et les aboutissants. La force de l'appel était la plus intense et me poussait à partir sans attendre. J'avais à l'esprit cet endroit qui revenait me chercher avec tellement d'insistance que j'entrevoyais déjà clairement le paysage. Enktuya appartenait à la tribu des Tsatan, les derniers éleveurs de rennes. Je touchais chaque jour un peu plus de l'intérieur ce lieu rêvé et m'y abandonnais. Pendant que je découvrais le fil de l'existence de la chamane, je voyais des similitudes dans une certaine mesure avec la mienne. Comme elle, j'avais depuis l'adolescence des sensations d'évanouissement qui m'interrogeaient, comme si mon corps me lâchait et se diluait sans raison apparente. À cela s'ajoutaient des prémonitions semblables à des visions fugitives qui me laissaient entrevoir l'avenir plus pour les autres que pour moi-même. Si l'appel répondait à un certain enthousiasme, il se manifestait également par de grandes souffrances corporelles. L'injonction que j'avais reçue était aussi de l'ordre de la sensation. Mon corps tout entier me donnait une impression de démembrement et une très forte douleur bloquait l'ensemble de mon dos. Je l'interprétais comme le signe de l'urgence d'un changement. Tout se conjuguait jusqu'à se confondre. Je perdais pied, tandis que mon esprit ressentait une irrésistible attraction mêlée à une appréhension face à l'inconnu que je pressentais. Était-ce l'occasion de donner à ma vie une nouvelle direction ? Avant même que mon futur se réalise, il semblait me laisser entrevoir l'importance du nouveau chemin qui se dessinait sous mes pas, en me renvoyant à un espace plus large pour poursuivre mon existence. Tout allait alors s'enchaîner très vite. Des contacts se nouèrent et me donnèrent en effet les moyens de rejoindre la Mongolie et le camp de la chamane dans les meilleurs délais. Je trouvais le chemin jusqu'à son tipi. Je décidai de m'en approcher franchement et d'en ouvrir le volet en toile en une seule fois, comme quand on se jette à l'eau sans réfléchir pour affronter sa peur de plonger. Dans un temps suspendu, propice à tous les possibles, tous mes membres semblaient ramassés en cet instant précis. Ma rencontre avec Enktuya
s'était faite avec une évidence qui me donnait l'impression d'avoir réalisé un saut dans le temps sans m'en apercevoir. D'emblée, elle me dit savoir pourquoi je suis venue avant même que j'en ai pris conscience. « Mais pourquoi n'es-tu pas venue plus tôt ? Tout va si vite, en une seule fois, tout s'accélère. » La traductrice l'informe de mes sensations de perte de connaissance, de mes visions aussi, ce qui ne semble nullement l'étonner. Elle me dit que l'on appelle cela en Mongolie la maladie chamanique et que c'est l'un des signes majeurs qui indique que l'on est chaman. Mais reste néanmoins l'ultime test que je dois passer. Les Ongods, les esprits dans le chamanisme sibérien mongol, devant me reconnaître eux aussi chaman. On est chaman, on ne le devient pas, me dit Nktouya. Cela devra être validé en ce qui me concerne par une cérémonie dans le grand tovu du lac Kuvskull, le lieu des ancêtres, l'endroit consacré où se passent les cérémonies. Ai-je le choix de refuser le titre de chaman, d'Udgan, mot spécifique pour les femmes si cela se confirme ? Oui, au risque, selon la tradition, d'attirer la malchance sur moi et mes proches. Ce n'est pas par peur que je consens à revêtir l'habit, si je le suis, mais dans l'intime conviction que je toucherai à l'une des clés de mon existence. Je sais déjà à cet instant précis que Nktouya va m'ouvrir la voie, celle qui conduit à faire l'expérience de l'invisible, où l'aventure commence par ce grand vide à retrouver pour être à l'écoute des mondes et des présences qui l'habitent. J'y plonge les yeux fermés en faisant confiance à mon initiatrice. On confectionne ma parure pour l'événement. Mon costume, très coloré, est fait de lanières bleues, jaunes, rouges, blanches et armuré de petits symboles en métal qui constituent, me dit-elle, des protections indispensables dans ma traversée des apparences. Les serpents sont en bonne place pour m'assurer la bienveillance du monde d'en bas. Ils parcourent mes manches et ondulent. C'est Nktouya elle-même qui les a ajoutés. Mon masque, bleu, blanc et jaune, rehaussé de plumes d'aigle, arbore une grande bouche en forme de sourire, comme si, dans la découverte de ces nouveaux mondes, il fallait toujours montrer sa bienveillance et sa joie. Les chaussures ressemblent à de parfaits petits chaussons de peau et ont pour fonction de permettre de rester bien enracinés pour circuler dans le cercle de cérémonie. Reste mon tambour qui m'intimide déjà à l'idée de m'en servir. C'est lui qui produira les sons qui m'entraîneront de l'autre côté du miroir. C'est lui qui va toujours m'accompagner et que j'apprivoiserai en le chevauchant. C'est lui qui s'animera, se rappellera toujours à mon bon souvenir et que je devrai chérir dans toutes les occasions qui me seront données de le solliciter. Manier le tambour, tout le monde peut le faire avec plus ou moins d'énergie, mais tout le monde ne peut pas communiquer avec les Ongods et dialoguer consciemment avec eux en se glissant du côté invisible de la réalité. Nktouya me dit que le danger est d'appeler les esprits sans être apte à les faire repartir. Ils peuvent dans ce cas-là s'accrocher et créer des problèmes en tout genre, restant sur notre plan de réalité sans pouvoir s'en extirper. On mesure la force d'un chaman au nombre d'ongods, d'esprits, qui l'accompagnent. Plus il y a d'ongods présents, plus il y a pour le chaman la possibilité de voyager loin à travers les mondes. Brigitte, dites-moi, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? La petite voix qui m'a soufflé d'écrire ciel blanc, ciel noir est avant tout celle des esprits. À chaque retour de mes voyages en Mongolie, elle se faisait plus pressante, plus insistante pour que je relate l'expérience de ma rencontre avec les présences des deux ciels. Aussi bien celle du ciel blanc, naturellement allié, que du ciel noir, qui avait été plus difficile à convaincre, mais qui néanmoins avait accepté de se convertir. Leur petite voix insistait pour que je les rende visibles et que je partage dans un livre l'expérience intime que j'avais eue avec eux et qui les réunissait. C'était le moment. Ils étaient prêts à se dévoiler et à franchir la porte de l'invisible au visible. J'étais pour cela leur intermédiaire. En écrivant ce livre, je faisais acte de partage en permettant aux lecteurs de bénéficier eux aussi de leur conscience, de leur pouvoir et de leur amour qu'ils étaient prêts à offrir. Le titre « Ciel blanc, ciel noir » s'était alors imposé. J'étais devenu à mon tour leur messager.
Il me demandait instamment de dire qu'il n'y a pas de séparation entre les mondes et que tout ne forme en définitive qu'un seul même ciel. La petite voix fête Noël, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel extrait. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide vraiment à faire découvrir la petite voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Merci beaucoup et à demain pour la suite de La Petite Voix fête Noël.